Chers téléspectateurs, chers auditeurs de KTO Radio, bonjour, bonjour à toutes et à tous et merci pour votre fidélité à votre émission Au risque de l'histoire. Alors, au XIVe et XVe siècle, l'Europe occidentale est dans une écrasante majorité chrétienne. Rois, princes, évêques, maîtres de l'université, simples soldats prient le même Dieu, vont à la messe, se confessent et invoquent les mêmes saints. Et pourtant, cette Europe est en guerre pendant plusieurs décennies et même pendant plus de 100 ans. Tout en cultivant cette même foi, royaume de France et couronne d'Angleterre se déchirent, se font la guerre, s'accusent mutuellement d'hérésie ou de trahison et prétendent chacun parler au nom de Dieu. Naturellement, nous, Français, nous prenons bien évidemment le parti de Jeanne d'Arc, le parti de Charles VII, couronné à Reims en 1429. Mais quelle était la foi des ennemis du roi de France? Que signifie croire en Dieu à l'époque de la guerre de 100 ans, quand on est roi d'Angleterre, duc de Bourgogne ou bien encore maître de l'université de Paris? Comment ces hommes qui ont été des ennemis vivent-ils leur foi? Comment Jeanne d'Arc elle-même est-elle perçue par un Philippe le Bon, duc de Bourgogne, qui l'a fait capturer et la livre aux Anglais? Autant de questions que je vais avoir le plaisir de poser à mon invité Bertrand Schners. Bertrand Schners, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis très très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes professeur émérite de l'Université de Lille. Votre actualité littéraire est la suivante. Vous venez de publier un magistral Philippe le Bon, le duc de Bourgogne qui ne voulut pas être roi, un ouvrage absolument essentiel pour comprendre évidemment la période et notamment cette partie de la guerre de 100 ans, mais bien évidemment au-delà. Vous êtes spécialiste du sujet, vous avez aussi publié Armagnac et Bourguignon. C'est un petit livre paru dans la collection Tempus, donc les éditions Perrin, et qui est disponible absolument dans toutes les librairies. Et puis il y a un côté personnel à cette émission, puisque vous avez été mon professeur il y a bien longtemps en Sorbonne à Paris 4, et je suis bien heureux de vous recevoir sur ce plateau aussi pour cette raison. Alors, peut-être commencer pour nos auditeurs et nos téléspectateurs qui connaissent mal leur histoire, rappeler peut-être de manière assez courte ce qu'est la guerre de 100 ans et quels sont ses enjeux. La guerre de 100 ans, ce qu'on appelle la guerre de 100 ans, c'est effectivement un conflit qui n'est pas un conflit continu. Pendant 100 ans, une guerre qui ne se serait pas arrêtée entre la France et l'Angleterre. C'est un conflit qui a des racines anciennes, des racines qui s'expliquent par les relations parfois très conflictuelles entre le roi de France et le roi d'Angleterre depuis le XIIe siècle. Et au XIVe siècle, c'est un conflit qui naît à la fois en raison de querelles, je dirais, dynastiques, puisque en 1328, il y a une modification de la succession de France et les Capétiens directs sont remplacés en France par les Valois. Et cette arrivée de Philippe VI de Valois sur le trône de France va provoquer la contestation du roi d'Angleterre, Édouard III, qui est lui-même apparenté à la famille de France, aux Capétiens directs, et qui conteste donc l'arrivée de Philippe VI de Valois sur le trône de France. C'est le début de la guerre. 1328, c'est l'arrivée de Philippe VI sur le trône. 1336, le début véritablement du conflit, 1336-1337. Ce conflit va donc durer jusqu'en 1453. Je dirais ce sont les dates, plus de 100 ans, ce sont les dates classiques. En fait, le conflit dure plus longtemps. La querelle dynastique, elle se double d'une querelle féodale, puisque les relations entre le roi de France et le roi d'Angleterre sont aussi sur le terrain du droit féodal. Le roi d'Angleterre étant duc d'Aquitaine doit en principe prêter hommage au roi de France. Et donc il y a là aussi une querelle féodale. Cette guerre au début du XVe siècle va connaître un tournant assez remarquable, et c'est dans ce contexte du début du XVe siècle qu'apparaît le phénomène de Jeanne d'Arc. Quel est le tournant, à mon avis, très, très important? C'est que
l'Angleterre va prendre vraiment l'avantage après des défaites cinglantes des Français, notamment la bataille d'Azincourt en 1415, un effondrement politique du Royaume de France qui s'explique par la guerre civile dont vous avez parlé tout à l'heure, la guerre civile des Armagnacs et des Bourguignons, une querelle entre grandes maisons princières qui affaiblit considérablement le Royaume de France, et avec un roi qui est fou, Charles VI, ça aussi ça a évidemment une certaine importance, un roi fou, c'est un vide politique, et au début du XVe siècle, la France est déchirée par un conflit entre deux grandes maisons princières, la maison d'Orléans et la maison de Bourgogne, c'est ce qu'on appelle le conflit des Armagnacs et des Bourguignons. Les Anglais prennent avantage de cette guerre civile, les Anglais vont donc s'allier au duc de Bourgogne, au parti bourguignon. Cette alliance débouche sur un traité, qui est le traité de Troyes de 1420, qui est un traité, un des grands traités de la guerre de Cent Ans, puisque le roi d'Angleterre se fait reconnaître comme héritier de la couronne de France. Le roi Charles VI, ou enfin en son nom, on accepte de reconnaître le roi Henri V comme héritier de France. Et on va avoir donc une France déchirée entre d'un côté un parti, je dirais anglo-bourguignon, puisque les Bourguignons se sont alliés aux Anglais, un parti anglo-bourguignon qui est le parti qu'on appelle de la double monarchie, c'est-à-dire qui considère que le royaume de France et le royaume d'Angleterre doivent être unis sous une seule main, sous l'autorité du roi Henri V, puis son fils Henri VI, et puis de l'autre côté, il y a le parti du dauphin Charles, qui est le fils de Charles VI, qui a été écarté de la succession de France lors du traité de Troyes, et on va avoir donc deux Frances qui s'opposent à partir de 1420. La France des Anglais et des Bourguignons, au nord en gros, et la France du roi Charles VII au sud. C'est dans ce contexte qu'on va avoir évidemment l'épisode fameux de Jeanne d'Arc, qui est aussi un moment de retournement dans le conflit. Alors, donc, notre Philippe le Bon est bien du côté anglais. C'est pour cette raison que nous allons l'évoquer en cette fin d'émission. J'ai souhaité diviser cette émission précisément en trois parties. Une première partie sur les Anglais eux-mêmes, une deuxième partie sur l'université et une troisième partie, parce que l'université de Paris va prendre le parti anglais, et enfin une dernière partie sur notre Philippe le Bon. Les Anglais qui combattent Jeanne d'Arc, Bertrand Schnerb, sont comme les Français, entre guillemets, sont des catholiques qui sont attachés à la même église, qui sont attachés à Rome, qui ont exactement les mêmes sacrements. Oui, à l'époque de Jeanne d'Arc, dans les années 1429-1430, on va s'en tenir à cette période-là, il n'y a pas de différence majeure entre les catholiques anglais et les catholiques français. C'est exactement la même religion, les mêmes dogmes, les mêmes sacrements, la même liturgie, même s'il y a des différences évidemment d'une métropole ecclésiastique à l'autre. Il est certain que si on s'était placé par exemple à l'époque du grand schisme d'Occident, 1378-1417, les Anglais et les Français ne suivaient pas la même obédience pontificale. Les Français suivaient l'obédience avignonnaise, et les Anglais l'obédience romaine. Il est vrai que là, il y avait une différence. Mais le schisme s'est terminé, un pape unique, Martin V, a été élu en 1418, et donc il n'y a pas de différence d'obédience. Les Anglais reconnaissent la légitimité de Martin V comme les Français. En ce qui concerne la foi, les dogmes, la liturgie, on est dans une unité de la chrétienté. Il y a peut-être une différence, mais qui n'a pas un impact véritable. C'est qu'en Angleterre s'est développée une hérésie, au tout début du XVe siècle, l'hérésie Wycliffite, du nom de John Wycliffe, qui était un théologien qui a développé
une doctrine hétérodoxe, une doctrine hérétique. Il rejetait finalement la légitimité du clergé, l'autorité de la hiérarchie ecclésiastique, la tradition et même la transsubstantiation. Donc il y a une vraie critique hérétique et ça a donné d'ailleurs, ça a eu un impact, puisque au début du XVe siècle, on a en Angleterre les Lollards qui suivent l'hérésie de John Wycliffe, qui a été condamné. Mais en Angleterre, cette hérésie est restée quand même très circonscrite. Il y a eu une répression et ça n'a pas d'impact sur les Anglais eux-mêmes qu'on trouve en France, même si on a quelques chevaliers anglais qui ont été Lollards. John Oldcastle, par exemple, qui a combattu avec les Lancastres en France, est un des leaders des Lollards, mais enfin bon, ça n'a pas d'impact véritable sur les Anglais qui sont en France à ce moment-là. Je dirais que la différence, elle est peut-être dans certaines dévotions. Des dévotions de saints. De saints, oui, parce que les Anglais, bon, ils ont une grande dévotion à Saint Jean, bon, ça, les deux Saint Jean, l'évangéliste et Saint Jean-Baptiste, bon, ça on trouve également en France. Il y a des saints, je dirais, plus spécifiquement anglais, comme Saint Thomas de Canterbury, Thomas Becket. Oui. Il y a Saint Edmond, Saint Édouard. Effectivement, et ça se retrouve d'ailleurs dans la prénomination des Anglais, effectivement, il y a une dévotion à certains saints qui est, je dirais, une dévotion nationale ou des dévotions nationales. On peut parler de dévotion nationale à cette époque ? Oui, parce que Saint-Édouard le Confesseur ou Saint-Édmond, effectivement, ce sont vraiment des saints. En plus, ce sont des saints rois anglais. Et puis Saint-Georges. Alors Saint-Georges, il faut en parler, mais bon, il y a une grande dévotion à Saint-Georges en France à la même époque. Mais c'est vrai que les Anglais font de Saint-Georges un saint national, en ceci qu'il est le patron de l'ordre de la Jarretière, qui est l'ordre de chevalerie fondé par Édouard III. Il est aussi le patron des gens de guerre anglais, puisque dans la guerre contre les Français, les Anglais portent comme signe distinctif la croix rouge de Saint-Georges, et ils jurent par Saint-Georges. Donc Saint-Georges est effectivement un saint qui a une coloration anglaise. C'est pour ça que les Français vont développer, eux, plus largement la dévotion à Saint-Michel. Et d'ailleurs, dans l'iconographie, si vous avez ça en tête, dans l'iconographie de la fin du Moyen-Âge, Saint-Michel, avec son épée, son armure et le diable à ses pieds, a quelques similitudes avec Saint-Georges, qui est lui aussi en armure et qui écrase le dragon sous ses pieds. Donc il y a effectivement, de ce point de vue-là, peut-être une certaine différence. Mais Saint-Georges est très, très vénéré en France aussi. Alors, est-ce que c'est vrai que dans nos représentations, dans notre simplification, on se souvient que pendant la Grande Guerre de 14-18, les Français estimaient avoir Dieu de leur côté, les Allemands aussi estimaient avoir Dieu de leur côté. Est-ce qu'on rencontre les mêmes, non pas éléments de langage, parce que c'est un terme anachronique, mais les mêmes mots où on tente de dire, mais au fond, Dieu est de notre côté. Au-delà du conflit dynastique, cette couronne est la mienne et non pas la tienne, est au roi de France et non pas au roi d'Angleterre, ou au roi d'Angleterre plutôt qu'au roi de France. Au-delà de ce conflit dynastique, qui est un conflit en soi familial, eh bien, est-ce qu'on en appelle à Dieu ? Oui. La guerre médiévale se livre sous le regard de Dieu. Et naturellement, les deux parties considèrent que Dieu est de son côté. Oui, est de son côté. Chaque partie a Dieu de son côté, c'est certain. Oui, Dieu avec nous. Alors, ça s'explique parce qu'il faut quand même avoir en tête ce qu'est la conception médiévale de la guerre. C'est-à-dire que la guerre qu'un prince chrétien mène contre des adversaires qui seraient aussi des chrétiens pose un problème moral. Mais l'Église, les pères de l'Église, par exemple Saint Augustin, ont élaboré une doctrine de la guerre juste. Bellum justum, la guerre juste. Qu'est-ce que c'est que la guerre juste ? C'est une guerre que l'on mène pour le droit. C'est une guerre que l'on mène aussi pour son salut,
temporelle et aussi spirituelle. La guerre juste, elle peut se justifier, elle peut se définir à partir du moment où, par exemple, on se défend. Une guerre défensive, quand on est attaqué par un ennemi injuste, la guerre défensive est une guerre juste. De ce point de vue-là, les Français disent qu'ils mènent une guerre juste parce qu'ils sont attaqués par les Anglais. Mais vous allez me dire, les Anglais, eux, ne sont pas dans leur pays, ils ont débarqué en France, ils attaquent la France. Alors, il faut bien savoir que dans la doctrine de la guerre juste, une guerre offensive n'est pas forcément une guerre injuste. Si cette guerre est menée pour rétablir un droit, pour récupérer des biens qui ont été injustement arrachés. C'est-à-dire que le roi d'Angleterre, lorsqu'il mène la guerre contre le roi de France au début de la guerre de 100 ans, considère qu'il a été spolié, que le roi de France est un usurpateur, que la couronne de France et le royaume doivent lui revenir. Donc il estime que faire la guerre dans des conditions telles, c'est faire une guerre juste pour rétablir son droit, pour récupérer une couronne qui a été usurpée. Ça, c'est la doctrine, finalement, les idées qui sont développées par les Anglais dans ce moment, au début de la guerre de 100 ans. C'est un peu différent à l'époque de Jeanne d'Arc. Pourquoi ? Parce qu'il y a le traité de Troyes de 1420. Je sais que c'est un traité qui a mauvaise presse dans l'historiographie française, on dit le honteux traité de Troyes. C'est un traité de paix, le traité de Troyes. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui préside à l'élaboration de ce traité, c'est l'idée que si le royaume de France et le royaume d'Angleterre ont le même roi, eh bien il n'y aura plus de guerre entre les deux royaumes. C'est-à-dire qu'en fait, le traité de Troyes, c'est un traité de paix. Et c'est un traité qui vise à la paix perpétuelle. C'est-à-dire que pour les Anglais, à partir du moment où une partie des Français et le roi de France Charles VI ont accepté le traité de Troyes et l'ont scellé et l'ont juré, on considère que ceux qui s'opposent à ce traité sont des infracteurs de paix, sont des rebelles. Ils vont contre le droit. Ils vont contre le droit, ils vont contre la paix, ils vont contre le bien commun. Donc c'est un autre argument, c'est un peu différent de celui du début de la guerre de 100 ans, puisque en fait le roi d'Angleterre a eu gain de cause, il a obtenu la couronne. Bon, Henri V est mort avant Charles VI, ce qui fait que ce n'est pas lui qui a coiffé la couronne de France, c'est son fils Henri VI, qui est un enfant. Mais il est représenté en France par un régent, le duc de Bedford, et ce régent, Bedford, considère qu'il représente donc le roi légitime, Henri, par la grâce de Dieu, roi de France et d'Angleterre. Donc ceux qui s'opposent à ce traité de Troyes, je répète qu'une partie des Français a accepté et juré. Ceux-là sont des rebelles. Et donc la guerre que l'on mène contre eux est une guerre juste. Alors, je ne vous ai pas convaincu. Si, vous m'avez convaincu. Et j'entends bien, et puis ça a des résonances bien évidemment dans l'actualité. Mais venons-en justement à Jeanne d'Arc. Comment les autorités anglaises utilisent-elles le procès religieux de Jeanne à Rouen pour prouver à leurs propres fidèles qu'elle n'est pas une envoyée de Dieu ? Quel est le discours, au fond, qui est tenu ? C'est un discours, justement, qui reprend le fait qu'elle ne respecte pas le droit que vous avez présenté après le traité de Troyes ? Alors, Jeanne d'Arc, l'intervention de Jeanne d'Arc cause aux Anglais un trouble important. Jusqu'alors, je dirais, bon, il y a eu quelques revers, mais enfin, jusqu'alors, jusqu'en 1428, 1429, les entreprises des Anglais en France ont été des entreprises victorieuses. Et les choses se sont bien déroulées, et le siège d'Orléans en 1428-1429, le siège d'Orléans pouvait représenter, je dirais, une étape, sinon finale, du moins vraiment déterminante dans le conflit. Et à partir du moment où Jeanne d'Arc intervient, mai 1429, les Anglais subissent défaite sur défaite. Et eux qui montraient à quel point cette guerre était juste, puisqu'ils gagnaient. Ils étaient victorieux et que la victoire est donnée par Dieu. La bataille, la guerre, c'est le jugement de Dieu, c'est l'ordalie. Tout à coup, c'est le retournement. Et
il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer. Comment l'expliquer ? On ne peut pas dire, visiblement, Dieu est avec l'ennemi. Ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas dire ça. Donc, si les Français obtiennent tant de succès, c'est forcément par diablerie. Or, à ce moment, les Français, j'entends par Français les partisans de Charles VII, après tout, les Bourguignons sont aussi des Français, les partisans de Charles VII mettent en avant Jeanne d'Arc pour montrer que Dieu a inspiré cette jeune fille et qu'elle va mener le roi de France à la victoire et mener les Français à chasser les Anglais, enfin conduire les Français à chasser les Anglais du royaume de France, du Saint Royaume de France. Donc il faut expliquer que cette jeune inspirée n'a pas du tout une mission divine, mais qu'elle est en réalité inspirée par le diable. C'est la sorcière de France. Donc il faut discréditer les victoires françaises. Et puis, un fait majeur qui a vraiment été aussi très important en raison de son impact, c'est le sacre de Charles VII à Reims en juillet 1429. Pour les Anglais, c'est un fait qui est très fâcheux, parce qu'eux-mêmes n'ont pas fait sacrer le petit roi Henri. Il était trop jeune pour venir sur le continent. On avait négligé cela, on avait considéré que ce n'était pas urgent. Et le sacre de Charles VII lui donne une légitimité qu'il faut donc discréditer. Jeanne, c'est donc un personnage que les Français mettent en avant et que les Anglais vont s'efforcer, de discréditer en affirmant qu'elle est sorcière et hérétique. Si les victoires françaises sont obtenues avec l'aide d'un personnage comme cela, évidemment, ça atténue considérablement la portée, je dirais, religieuse et politique des victoires françaises. Il faut bien comprendre que l'affaire de Jeanne d'Arc, elle est à la fois, du point de vue des Anglais et de leurs alliés bourguignons, c'est à la fois une question politique et une question religieuse, les deux étant intimement mêlés. Alors, ainsi toute la suite de l'émission va découler à cette lumière. Brûler Jeanne d'Arc, ça devient un geste de purification en quelque sorte ? Bon, Jeanne d'Arc est reconnue coupable par un tribunal ecclésiastique, un tribunal d'inquisition, et de ce point de vue-là, donc, elle est donc séparée du corps de l'Église. Elle est reconnue coupable d'infraction, elle est hérétique, elle est relapse, puisque après avoir abjuré, elle est revenue à ses erreurs passées. Elle va être donc rejetée du corps de l'Église. Hein, le membre pourri le membre gangréné doit être amputé. Hein, donc on va la rejeter et livrer au bras séculier, c'est-à-dire donc aux autorités anglaises, en l'occurrence au bailli de Rouen, puisque le procès a eu lieu à Rouen, et c'est le bailli de Rouen qui l'a fait brûler. Donc en fait, la crémation de Jeanne d'Arc, l'exécution de Jeanne d'Arc, c'est la sentence temporelle après la condamnation au spirituel. Alors, oui, elle est brûlée parce que c'est je dirais, c'est le mode d'exécution normal pour ce genre de crime, et pour les femmes d'une manière générale, puisqu'on ne pend pas les femmes, on les brûle, ou alors on les enterre vivantes. Là, comme il s'agissait d'un crime d'hérésie, c'est le bûcher qui prévaut. Alors évidemment, on brûle les hérétiques, on brûle les sorciers, parce que ainsi leur corps est détruit, et on voudrait que le souvenir de leur crime soit aboli de la même façon. En ce qui concerne Jeanne d'Arc, c'est pas tout à fait réussi, puisqu'au contraire, on en parle le souvenir s'est maintenu. Voilà. Quel est le rôle de l'évêque Cochon dans l'histoire ? Alors Pierre Cochon, il faut bien voir que Pierre Cochon a un rôle, c'est certain, central dans le procès de Jeanne d'Arc. Peut-être qu'on l'a beaucoup noirci après
au moment de la réhabilitation de Jeanne d'Arc, après les victoires de Charles VII, un certain nombre d'acteurs du procès étaient toujours vivants. Ils étaient dans une situation un petit peu délicate après les victoires de Charles VII. Certains n'ont pas hésité à rejeter toute la responsabilité sur Pierre Cochon, évêque de Beauvais. Mais il est vrai que Pierre Cochon avait certainement la volonté d'obtenir l'abjuration ou la condamnation. Pierre Cochon, c'est un universitaire, il a été formé au droit à Paris, et puis un petit peu à la théologie. Il n'a pas fait c'est pas un grand professeur. Non, il n'a pas fait un cursus extrêmement long, car il s'est très vite orienté vers le service du prince. Il a servi le duc de Bourgogne Jean sans peur, et puis de manière très déterminée, il a servi la double monarchie de France et d'Angleterre. Donc il est le conseiller du duc de Bourgogne, et ensuite il est le conseiller de Bedford. C'est un homme qui fait carrière, hein, il va obtenir un siège épiscopal, donc il devient l'évêque de Beauvais. Et en tant qu'évêque de Beauvais, il est compétent, effectivement, pour juger Jeanne d'Arc, puisqu'elle a été capturée sous les murs de Compiègne, sur le territoire du diocèse de Beauvais. Donc effectivement, il est compétent. Il est moins compétent à Rouen, parce que Rouen, ce n'est pas son diocèse. Alors il va demander une enclave. De manière fictive, on donne une enclave à Rouen au diocèse de Beauvais. Il ne pouvait plus retourner au Beauvais parce que Beauvais était tombé entre les mains des Français en 1430. Donc il doit juger Jeanne d'Arc en tant qu'évêque compétent. Il s'adjoint un inquisiteur, Jean Lemaître, et c'est vraiment un tribunal d'inquisition qui va juger Jeanne d'Arc. Alors, il est vrai qu'il semble bien que Pierre Cochon ait été le personnage principal, le pivot. Mais étant donné que ce n'était pas un théologien de grand renom, il a voulu aussi s'entourer de toute une série de personnages qui devaient le conseiller. Et il a consulté beaucoup, et notamment les théologiens et les canonistes de l'Université de Paris. Donc en soi, c'est un vrai procès. Est-ce que c'est un procès à charge ? Est-ce que l'institution universitaire, vous parlez des docteurs, des théologiens, etc., est-ce que c'est une institution, en quelque sorte, qui se sent comme menacée par une jeune fille qui dit recevoir directement des voix du ciel et qui ne passe pas par les filtres de l'écriture et des docteurs, ou bien je pense au livre notamment de Colette Beaune sur Jeanne d'Arc, où on voit bien que Jeanne d'Arc n'est pas la seule en soi prophétesse, c'est pas la seule qu'on annonce et qui va libérer le royaume de France. Autrement dit, le surnaturel fait partie du quotidien et c'est normal qu'une jeune fille reçoive des voix. Oui. Alors, il faut bien voir, je disais tout à l'heure, que le fond de la question, le fond du cas Jeanne d'Arc, c'est à la fois une question politique et une question religieuse. Venons à la question religieuse. Les juges de Jeanne d'Arc, de même que les gens de l'Université de Paris, ont probablement véritablement pensé qu'il y avait de l'hérésie, qu'elle était suspecte, véhémentement soupçonnée d'hérésie, suspecte d'hérésie. Pourquoi ? Parce que précisément, on a eu l'impression qu'elle avait un contact direct avec... elle affirmait avoir un contact direct avec Dieu par l'intermédiaire de ses voix, oui. Et que finalement, elle ne s'en remettait pas à l'Église militante, à l'Église universelle. On avait l'impression que dans sa manière de concevoir sa mission, finalement, elle n'avait pas besoin de l'Église universelle. Elle a toujours protesté de son respect et de sa soumission à l'autorité, mais on a eu l'impression qu'il y avait de l'hérésie dans cette manière de recevoir directement le message de Dieu sans passer par la médiation cléricale.
C'est vrai que les inspirés étaient admis, on acceptait cette inspiration divine, mais il fallait qu'on ait affaire à des inspirés qui soient totalement soumis à l'autorité ecclésiastique et qui s'en remettent au clerc. Alors, il faut bien voir, et c'est là que ça rejoint la question politique, c'est que certes, on lui reproche de ne pas s'en remettre à l'Église universelle, mais c'est toute la frange du clergé français qui est d'obédience anglo-bourguignonne qui le lui reproche. Elle aurait été jugée par les gens d'église du parti de Charles VII, elle aurait évidemment été acquittée, elle n'aurait d'ailleurs même pas été jugée, on ne se serait même pas posé la question. C'est là qu'on a véritablement le mélange des genres, le genre de la lutte contre l'hérésie. Il ne faut pas oublier que dans les années 1429-1430, c'est une question qui occupe les esprits des clercs, et de l'autre côté, eh bien, en fait, la question politique, parce que la question politique, elle s'explique parce qu'en face d'elle, Jeanne a des gens d'église qui sont en fait ralliés au parti anglo-bourguignon, et qui ont en face d'eux quelqu'un qui dit « Dieu est de l'autre côté. Dieu veut que mon roi, Charles VII du nom, chasse les Anglais et soumette les rebelles. » Et donc, ils ont en face d'eux quelqu'un qui affirme que Dieu est de l'autre parti. Si j'ose dire, si vous me permettez l'expression, que Dieu est armagnac. Oui, oui. Et ça, évidemment, il y a là le motif de leur volonté absolue de montrer que Jeanne est sorcière, que Jeanne invoque les démons, que Jeanne est hérétique et qu'elle est schismatique aussi. Parce que on sort du schisme, Martin V est pape, reconnu comme pape légitime, mais à un moment donné, on lui a reproché. Le comte d'Armagnac, Jean IV, dont le père avait mis beaucoup de temps à reconnaître le nouveau pape, enfin lui, il était même resté très proche de Benoît XIII et des papes qui se réclamaient de l'obédience avignonnaise. Jean IV d'Armagnac demande à Jeanne d'Arc officiellement qui est le pape. Et au lieu de lui répondre c'est le pape Martin V, elle lui écrit pour l'instant je ne peux pas vous répondre. Donc on a l'impression qu'elle a un doute. On a l'impression qu'elle a un doute. On le lui reproche en disant toi, illettré, avec une formation religieuse extrêmement légère, tu viens nous expliquer que tu n'es pas sûr que le pape Martin V est le pape légitime. Donc on a l'impression qu'elle retombe dans cette période du schisme qui a déchiré l'Église. Donc on l'accuse d'être schismatique, on l'accuse d'être hérétique, à cause du fait qu'elle ne se soumet pas à l'Église universelle. On l'accuse aussi de diablerie, à cause de toutes les légendes qui courent sur elle de son vivant. Et donc, si elle avait voulu se sauver, elle aurait dû admettre que ces voix ne venaient pas de Dieu, mais venaient du diable ? Oui. Alors, elle l'a fait, finalement, puisqu'elle a abjuré. Et elle est revenue sur sa parole. Elle a abjuré. Oui. Elle a abjuré, et cette abjuration a été, en fait, a été le moment où elle aurait dû être sauvée à ce moment-là. Les juges de Rouen devaient se contenter de cette abjuration. Le problème est que certains, et notamment les autorités anglaises, représentées notamment par Richard Beauchamp, le comte de Warwick, qui suit le procès de très près, les Anglais ne voulaient pas que ça se termine par simplement une abjuration et que ça se termine sans condamnation. Il fallait la condamnation. Il fallait le bûcher. Il fallait le bûcher pour des raisons tout à fait politiques. Et le point central qui va conduire à la condamnation, c'est la question de l'habit d'homme. Le fait que Jeanne soit travestie, qu'elle se soit habillée en homme. Bon, là aussi, c'était pas la première femme à s'habiller en homme. Mais ici, on va en faire un point central. Parce que le Deutéronome interdit qu'un homme s'habille en femme et qu'une femme s'habille en homme, c'est puni de mort.
quand elle dit « mes voix me disent de prendre l'habit d'homme », comment tes voix qui viennent de Dieu peuvent te demander quelque chose que Dieu interdit? Il y a une contradiction. Bon. On va vraiment en faire le point central. Et après l'abjuration, on lui demande de s'habiller en femme. Le problème est que Pierre Cochon, après l'abjuration, lui a dit « Eh bien, tu vas avoir on va te mettre dans une prison d'église, tu vas être gardé par des femmes. » Mais le problème, c'est que Jeanne, ayant abjuré, n'est plus sous l'autorité du tribunal ecclésiastique, mais elle redevient prisonnière de guerre et elle est remise aux Anglais, puisqu'en fait, elle avait été capturée par les Bourguignons, on va y revenir, vendue aux Anglais. Et ce sont les Anglais qui, si j'ose dire, prêtent leurs prisonnières au tribunal ecclésiastique pour qu'il y ait un procès d'église. Mais après l'abjuration, elle est remise aux Anglais et elle se retrouve avec des gardiens qui lui font comprendre que une jeune femme en habit de femme, c'est très appétissant. Donc, au bout d'un certain temps, elle va reprendre l'habit d'homme, qu'on lui a laissé d'ailleurs. On lui a laissé. Et le fait de reprendre l'habit d'homme fait qu'elle est relapse. Et donc, elle va effectivement, à ce moment-là, être condamnée. Mais c'est un point central, curieusement. C'est là-dessus qu'on va, évidemment, comment dirais-je, motiver la condamnation. Vous savez, quand on lui dit « Mais pourquoi as-tu repris l'habit d'homme alors que tu avais décidé de reprendre l'habit de femme, quand tu avais convaincu de reprendre l'habit de femme ?» Elle dit « Mes voix m'ont dit de reprendre l'habit d'homme. » Et en marge de l'interrogatoire, un clerc écrit « Responsio mortifera ». Réponse mortifère. Mortifère. Alors, on a vu l'avis des Anglais, on a vu l'avis de l'université, de cet évêque, Cochon. Je voudrais terminer avec cet autre point de vue, celui de Philippe le Bon, donc le duc de Bourgogne, auquel vous avez consacré cet ouvrage absolument magistral, qui est un personnage attachant, parce que la Bourgogne, c'est pas rien. C'est un duché extrêmement important. Votre sous-titre, c'est le duc de Bourgogne qui ne voulut pas être roi. Il aurait pu être roi. C'était un des personnages les plus importants de l'époque. Oui, il est à la tête d'un ensemble territorial considérable qui va depuis 1430. Depuis le Brabant jusqu'au Charolais. Donc c'est un ensemble territorial qui est à cheval sur la frontière du royaume de France et de l'Empire. Donc c'est un prince de France et c'est aussi un prince d'Empire. Et effectivement, il est en France un personnage essentiel, puisqu'il est finalement celui sur qui les Anglais comptent pour pouvoir se maintenir en France. Il est clair que, j'ai parlé du régent duc de Bedford, le duc de Bedford sait que pour que les Anglais puissent se maintenir en France, il faut que l'alliance avec le duc de Bourgogne dure le plus longtemps possible. L'alliance anglo-bourguignonne, c'est la condition sine qua non du maintien de la domination anglaise en France et de la poursuite de leur entreprise de conquête du royaume de France. Donc Philippe le Bon, effectivement, a un rôle essentiel. À partir du moment où il sortira de l'Alliance, à partir du moment où il va rompre l'Alliance en 1435, effectivement, les jours de la domination anglaise en France seront comptés. Oui. C'est un homme dévot ? Oui. C'est un prince qui a une dévotion très, très marquée. C'est un homme qui jeûne 3 jours par semaine, ce qui n'est pas mal, qui a un entourage clérical important, une magnifique chapelle, et qui est un dévot de la Vierge Marie, qui est un dévot des saints de France, Saint-Denis, Saint-Martin, Saint-Louis de France, et puis des saints, je dirais, de la maison de Bourgogne, Saint-André, puis Saint-Philippe, évidemment, qui est son saint patron. C'est un dévot et on a vraiment des signes de l'importance de sa
de sa piété et de sa vie religieuse. On en a des signes parce qu'on a tout simplement des traces dans les archives, dans la comptabilité. On voit le caractère massif de ces aumônes, de ces fondations. Et pourtant, alors évidemment, c'est un homme charitable, parce que tous ces princes sont dotés des abbayes. Est-ce qu'on sait s'il a été en contact avec Jeanne d'Arc? Donc c'est lui qui... Jeanne d'Arc est sa prisonnière et il la donne aux Anglais. Est-ce qu'on sait si l'une et l'autre se sont rencontrées? Alors, Jeanne d'Arc a été capturée, comme vous le savez, sous les murs de Compiègne. Les Anglais et les Bourguignons assiégeaient Compiègne. C'est en mai 1430. Le duc de Bourgogne est présent. Il a une partie de ses troupes qui assiègent la ville, avec des contingents anglais qui renforcent l'armée du duc. Et il est présent à proximité de Compiègne lorsque Jeanne d'Arc est capturée. Alors, Jeanne d'Arc n'est pas prisonnière du duc de Bourgogne, elle est prisonnière d'un des principaux capitaines du parti bourguignon, qui est Jean de Luxembourg, seigneur de Beaurevoir, et elle va être donc capturée par des gens de guerre qui servent sous l'étendard de Jean de Luxembourg. Donc elle est techniquement et juridiquement, elle est prisonnière de Jean de Luxembourg, puisque les gens de guerre qui l'ont capturée vont la remettre à leur chef. On sait que Philippe le Bon, qui était là, est venu pour rencontrer Jeanne d'Arc. Et alors, pourquoi? Peut-être tout simplement par curiosité, parce qu'on en parlait quand même beaucoup de Jeanne d'Arc. On en parlait beaucoup, tout le monde était très très heureux de cette capture. Il est venu la voir, et on sait qu'il y a eu échange de propos, puisque un chroniqueur, par ailleurs très bavard, Enguerrand de Monstrelet, Rabelais a dit « ce maître Enguerrand est plus baveux que peau de moutarde », Enguerrand de Monstrelet était présent, il était proche de Jean de Luxembourg, faut dire. Ouais. Et Enguerrand de Monstrelet dit qu'il a été présent et qu'il a assisté à cette rencontre, mais, dit-il dans sa chronique, je ne me rappelle pas, aucun souvenir des propos qui ont été échangés. Donc lui qui parle vraiment beaucoup, et qui d'ailleurs ne se met jamais, pratiquement jamais en scène dans sa chronique, dit qu'il était là, et qu'il a assisté, et il ne se rappelle pas. Il a entendu, mais il ne se rappelle pas. Alors pourquoi? Probablement parce que Jeanne d'Arc a dû admonester Philippe le Bon en disant un prince de France ne devrait pas servir les Anglais. Elle a dû lui faire de vifs reproches. Oui. Et voilà, Philippe le Bon a dû... voyant que Monstrelet était là et sachant peut-être qu'il prenait des notes, lui dire ça vous ne le mettez pas dans votre, vous ne le mettrez pas dans votre chronique. Là, évidemment, j'extrapole. Mais c'est évident que Monstrelet, qui écrit une chronique qu'ensuite il présente au duc de Bourgogne, ne voulait pas conserver le souvenir d'un entretien qui n'avait peut-être pas été véritablement à l'honneur du duc de Bourgogne. Mais c'est vrai que Philippe le Bon a rencontré Jeanne, et ensuite il a annoncé par des lettres circulaires, annoncé aux villes, par exemple à Gand, à Saint-Quentin, on a conservé le texte, au duc de Savoie aussi, il a annoncé la capture de Jeanne d'Arc. C'était un moment important de... Est-ce qu'il était toujours vivant au moment de la réhabilitation de Jeanne d'Arc? Oui. Et on sait quelle a été sa réaction à la suite de cette réhabilitation? Non. Ce ne sont pas des questions qui semblent l'avoir directement concerné. Alors, même Charles VII a mis un certain temps. Alors, Charles VII est quand même celui qui donne l'impulsion à la réhabilitation. Ça se comprend tout simplement parce que c'était quand même très gênant. Même si on savait que Pierre Cauchon était un Anglois, enfin qu'il était vendu aux Anglais, même si on considérait le procès de Rouen comme un procès politique, c'était quand même une sentence d'église, avec l'autorité qu'il fallait, parce que la procédure avait été régulière. Pierre Cauchon avait dit on lui fera un beau procès. Et c'est un beau procès. C'est un procès qui a duré très longtemps, avec des dizaines et des dizaines d'assesseurs et de personnages qui sont venus consulter le
qui ont été consultés par Cauchon. C'est un procès qui est pratiquement fait par des juges essentiellement français, très peu d'anglais dans le tribunal. Et cette sentence, elle est quand même gênante pour Charles VII, parce que finalement, elle jette le discrédit sur ses victoires, elle jette le discrédit même sur son sacre. Donc il faut rétablir la situation. Donc pour Charles VII, c'est aussi un enjeu politique que cette réhabilitation de Jeanne d'Arc. Et donc, on ne connaît pas la réaction de Philippe le Bon à cette réhabilitation. Non. Alors, Philippe le Bon, j'avais trouvé tout à fait par hasard dans la comptabilité le fait que des conseillers du duc qui avaient accompagné Jeanne d'Arc jusqu'au Crotoy au moment où elle a été remise aux Anglais avaient envoyé une lettre à propos de la Pucelle au duc de Bourgogne. Donc il a été informé jusqu'au moment où Jeanne a été livrée aux Anglais. Il était certainement informé du procès, certainement informé de la condamnation et de l'exécution, puisqu'il y avait des gens qui étaient proches de lui qui étaient à Rouen. Donc il était informé. On n'a pas de véritable réaction. Je me permets de vous couper. Elle a une valeur, Jeanne d'Arc. On est au Moyen-Âge, on fait prisonnier, on ne tue pas, parce que voilà, chaque prisonnier a une valeur financière. Ce qui a amené Philippe le Bon à vendre Jeanne d'Arc, c'est précisément du fait de sa valeur. Alors, Philippe le Bon n'a pas de responsabilité dans le transfert de Jeanne aux Anglais. Oui. En fait, c'est Jean de Luxembourg qui cède Jeanne d'Arc aux Anglais sur les instances du gouvernement royal anglais, franco-anglais, puisque c'est le roi de France et d'Angleterre. Ça s'explique parce que dans les règles de la guerre en Angleterre et un petit peu en France depuis Charles V, le roi, l'autorité royale, pouvait exiger la remise d'un prisonnier important, politiquement ou militairement important. Donc le roi d'Angleterre le gouvernement anglais, Bedford, le gouvernement royal anglais, était parfaitement habilité à demander, à exiger de Jean de Luxembourg la remise du prisonnier. Ce qu'il a fait, moyennant 10 000 livres. Peut-être aurait-il pu en tirer plus, en revendant Jeanne d'Arc à Charles VII, par exemple. Il aurait pu en tirer peut-être 3 fois plus. On ne sait pas, parce qu'il y a des grands seigneurs dont la valeur atteignait 30 000 livres. Là, il obtient 10 000 livres, c'est pas mal, hein, c'est quand même une belle somme, mais il aurait peut-être pu obtenir plus. Mais il la cède sur les instances du gouvernement anglais. Donc elle devient en fait la prisonnière des Anglais. C'est le droit de la guerre, après tout. C'est le droit de la guerre. Sauf qu'elle devrait être prisonnière de guerre, ou avoir le statut de prisonnier de guerre, jusqu'au moment où l'Église, en l'occurrence l'Église de l'obédience anglo-bourguignonne, la réclame pour un procès d'Église. À ce moment-là, les Anglais la livrent à l'autorité ecclésiastique pour le procès. On voit que le droit est vraiment très important parce que vous évoquiez l'idée de guerre juste tout à l'heure, vous avez évoqué le procès qui est en soi un beau procès, le droit de la guerre avec la vente de Jeanne, c'est ce qui amène ces hommes finalement à en dehors des accusations qui peuvent être faites à Jeanne de diablerie, etc. C'est ce qui en fait apaise leur conscience, ces ennemis, les ennemis de Jeanne? Alors, avaient-ils des problèmes de conscience? Je pense qu'ils en ont eu plus tard, quand ils ont été quelqu'un comme Thomas de Courcelles. Thomas de Courcelles, c'est un personnage très intéressant, c'est un personnage influent au sein de l'Université de Paris, et il sera un des juges de Jeanne. Il survit et doit, si j'ose dire, amorcer un retournement à partir du moment où les Français l'emportent et où l'obédience anglaise s'effondre. Thomas de Courcelles se rallie à Charles VII, d'ailleurs il continue sa carrière, il a une grande réputation, et alors il ne semble pas qu'il ait eu des problèmes de conscience, Thomas de
Et bon, c'est plutôt le fait qu'il était dans une position politique délicate qui explique qu'il a essayé de modérer la position qu'il a pu avoir au moment du procès. Parce que lorsque la question de savoir si il fallait torturer Jeanne d'Arc pour la faire avouer est venue, Cauchon n'était pas du tout favorable à la torture. Il n'y a que 2 juges qui votent pour la torture, et parmi les 2, il y a Thomas de Courcelles. Alors, est-ce que c'est par cruauté? Est-ce que c'est par brutalité? Est-ce que tout simplement, il avait des doutes et qu'il s'est dit peut-être que seule la torture pourrait la faire avouer? En tout cas, il n'est pas parmi les plus modérés des juges de Jeanne d'Arc. Mais plus tard, il est, pour continuer sa carrière, il se présente comme quelqu'un de tout à fait raisonnable. Sans jamais, d'ailleurs, revenir vraiment sur le rôle qu'il a joué. Il n'essaye pas du tout de se justifier. Il explique que voilà, il y avait des questions délicates et qu'il fallait les régler. Merci beaucoup, Merci Bertrand à vous. Schnerb. Voilà, j'espère que nos auditeurs, nos téléspectateurs nous pardonneront de s'être placés de l'autre côté de la Manche. Philippe Lebon, le duc de Bourgogne, qui ne voulut pas être roi, un ouvrage paru aux éditions Talendier, une biographie absolument magnifique. N'hésitez pas à vous la procurer, c'est admirablement bien écrit, extrêmement précis, avec un cahier intérieur aussi, voilà, qui fait écho à cette période. Il y a ce 2e livre aussi dans la collection Tempus des éditions Perrin, Armagnac et Bourguignon, que vous trouvez également en librairie. Il me reste à vous remercier pour votre fidélité. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous. N'hésitez pas à aller sur ktotv.com. Nous avons parlé de Martin V. Nous avons fait une émission sur Martin V. Nous avons fait une émission également sur le grand schisme d'Occident et également sur la papauté d'Avignon. Donc n'hésitez pas à retrouver plus de 150 émissions, je crois, elles sont disponibles dans nos archives. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission de Risque de l'Histoire.